Bonjour à tous, merci d'être présent aujourd'hui avec nous pour ce webinaire sur une thématique particulièrement importante en cette période, comment réussir sa transformation slash restructuration slash réorganisation en période de Covid-19. On, on y a tous été confrontés, hein, en pleine crise sanitaire. Euh, les entreprises, les organisations publiques, privées sont soumises à de multiples processus de restructuration au quotidien. Il y a une fragilisation du potentiel humain qui s'est amplifiée avec cette augmentation de changement dans les entreprises. Donc, alors, quels sont les impacts économiques, humains de ces transformations? Quels sont les risques? Comment on les prévient? Comment on adapte son projet de réorganisation face à un tel contexte? C'est un peu le sujet c'est complètement le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Et donc, j'ai deux personnes qui m'accompagnent aujourd'hui pour aborder ce sujet et de manière aussi à offrir une vue complète finalement de cette thématique avec des experts qui sont très très au fait de ce qui se passe en la matière. J'ai Laurence Renard, donc, qui est avocat à la Cour, associé en droit social de Simons et Simons, qui est présent parmi nous. Bonjour. Bonjour Laurence. Et François Dickmans, qui est directeur de développement grand compte chez Lee Harrison France et qui est également présent avec nous. Bonjour François. Bonjour et bonjour à tous. Alors, avant de démarrer, quelques explications sur le déroulement aujourd'hui. On a plusieurs thématiques qui vont être abordées. On a prévu quelques questions. Nos participants vont pouvoir échanger dessus. Je vais pouvoir également en parler. Vous avez un chat participant qui se situe, donc vous pouvez poser toutes vos questions, euh, vos interventions. Voilà, et le but c'est d'interagir et on fera attention à suivre vos commentaires de manière à interagir avec les éléments qui sont cités. Vous pourrez constater qu'il y aura des sondages qui seront diffusés pendant ce webinaire de manière à prendre la température et voir aussi l'avis des participants sur certaines thématiques, certains sujets. On a prévu une boîte à outils de manière à ce que vous ayez aussi des éléments pour avancer face à vos contextes, vos spécificités et repartir avec des éléments concrets. Et voilà, alors avant de démarrer, je vais laisser la parole à Laurence, François pour se présenter et puis je me présenterai juste après. Laurence, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, bonjour à tous. Merci Camille. Oui, je suis Laurence Renard. Je dirige le département droit social qui compte 10 avocats de Simons Paris. J'ai eu à faire beaucoup de restructuration ces derniers temps et dans des conditions un peu extrêmes. Nous y reviendrons. Je passe la parole à François. Oui, donc François Dickmans. Moi, j'ai une formation en fait d'ingénieur électronicien, ce qui a priori ne m'amène pas forcément au RH. J'ai passé toute ma carrière dans le monde du composant électronique. J'ai changé de métier en fait en 2008 et j'ai rejoint en fait le cabinet LHH justement pour m'occuper des grands comptes. Et voilà, aujourd'hui, je suis donc directeur du développement pour LHH France et très heureux de participer à ce webinaire avec vous. Merci François. Et donc Camille Puech, donc je suis dirigeant de Cali Social et nous, notre métier, c'est d'accompagner les organisations et surtout leurs collaborateurs face aux impacts de l'environnement dans lequel elles évoluent. Euh, Cela fait 13 ans que je fais ce métier-là, je faisais les comptes ce matin, et après une formation en management. Et nous accompagnons ces sujets au quotidien depuis de nombreuses années déjà. Voilà. Alors, donc, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 en matière de restructuration? Quels enseignements, quelles spécificités? Un peu retour en arrière, flashback sur l'année 2020. Laurence, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as vu en 2020? Écoutez, déjà, c'était une aventure collective, pas seulement dans les restructurations. Je pense qu'en tant qu'être humain, on a tous eu une période, enfin, on a encore d'ailleurs une période assez extraordinaire au sens propre du terme. Alors d'abord, sur les restructurations, il y en a eu. Il y en a eu beaucoup, et il y en a eu plus que d'habitude. Et je crains que malheureusement, on ne puisse pas en parler au passé. Donc, pour nous, il y a eu plusieurs phases et il y a eu plusieurs étapes. Alors la première, ça a été une espèce de sidération générale et
tout de suite, ça c'est donc au moment du premier confinement en mars, et là tout de suite, il y a eu une suspension des PSE, un énorme flottement au niveau de l'administration, les partenaires sociaux, évidemment. Les avocats, les conseils, tous les gens qui accompagnent ce genre de projets qui sont extrêmement compliqués à gérer. Donc, dans un premier temps, on a suspendu tous les PSE qui étaient sur le point de naître parce qu'on ne savait pas faire, parce que l'administration nous demandait de le faire, et puis parce que très concrètement, on ne savait pas, et ça va être le reste de ma discussion, ça reste très difficile de négocier en télétravail des choses qui sont aussi difficiles, complexes et impactantes pour les salariés, pour les partenaires sociaux, pour l'administration. Donc, première période, une sidération, on suspend tout ce qui était en cours et on essaye de tous collectivement se mettre en état de pouvoir continuer notre travail. Un gros attentisme pendant l'été, vous vous souvenez, on pensait que peut-être que le virus ne reviendrait pas, il y a eu beaucoup d'incertitudes et Dieu merci, grâce aux aides gouvernementales, même chez les entreprises, il y a eu aussi beaucoup d'attentisme puisque personne ne savait. Et là, depuis le mois de septembre, on voit de nouvelles restructurations et de PSE de fin de l'année, mais surtout, on a ressorti ceux qui n'étaient pas dus au Covid et qui étaient prêts avant et qui étaient dans les cartons. C'est pas très joli à dire, mais c'est quand même un peu vrai. Donc voilà. Donc après, le grand enjeu, ça a été de réinventer, enfin c'est toujours d'ailleurs, de réinventer les relations sociales, les relations personnelles, les relations avec l'administration, parce que c'est pas du tout pareil. Ce qu'on manque, c'est moins l'aspect technique de négociation. On sait négocier même à distance, mais comme vous savez, les relations avec les CSE, les syndicats, l'administration sont empreintes de beaucoup de formalisme en France. Il y a des règles procédurales très strictes qui sont très durement sanctionnées. Et puis il y a aussi un jeu de rôle. Un syndicaliste en réunion peut être extrêmement violent, et puis après à la machine à café où la culture du off fait que c'est là qu'on arrive à se mettre d'accord. Et ça, c'est pas du tout pareil. Il y a aucune spontanéité dans le côté Teams, donc il y a un antagonisme et un blocage qui est compliqué. Alors, entre-temps, on a quand même eu une situation légale qui s'est éclaircie. On sait qu'on peut négocier en visioconférence. Les interlocuteurs sont tous devenus un peu plus agiles selon le terme en vigueur en ce moment. Mais ça reste compliqué parce qu'il nous manque le soft en réalité. Et pour les salariés eux-mêmes qui sont isolés, c'est très douloureux et c'est très difficile de ne pas pouvoir échanger avec ses collègues, avec les RH et avec les autres professionnels qui sont autour de cette table. Donc les enseignements, Camille, pour en finir, c'est que je trouve que collectivement, en tant qu'être humain, on est quand même formidable puisqu'on a réussi en quelques heures ou en quelques jours à changer de monde. Tout le monde s'y est mis, y compris les partenaires sociaux, et on a pu quand même, dans la majorité des cas, progresser dans les négociations et l'accompagnement, mais je reste tout à fait certaine qu'il faut faire des réunions avec les syndicats, il faut faire des réunions avec les CSE, il faut faire des réunions avec les salariés. Et juste une petite anecdote pour vous faire sourire avant de passer à François, c'est que dans un de nos premiers PSE en plein milieu du mois de mai-juin, quand on recommence, là, les syndicats nous disent, nous, on veut se voir, nous, on voulait les voir, on met 3 semaines à essayer de faire un CSE en présentiel. Le CSE et les syndicats déjà ensemble 3 jours avant. On commence la réunion. Mon client m'appelle en panique en me disant, il y a le secrétaire du CSE qui vient d'être diagnostiqué Covid++. Qu'est-ce que je fais? Il était 8h32, la réunion commençait à 8h30. Donc on a renvoyé tout le monde et on s'est rebranché par ordinateur. Voilà. Donc il a fallu que tout le monde soit très agile pendant cette période, mais ça reste compliqué. François? Oui, alors, tout à fait. Alors juste pour compléter et éclairer également ce que vient de dire Laurence, auquel j'adhère 1000 fois. Quelques statistiques quand même pour fixer les idées sur ces fameux plans sociaux d'une manière générale. En fait, ce qu'on a noté, c'est que depuis le début de la crise, grosso modo mars 2020, 763 plans sociaux ont été initiés, ce qui fait quand même plus 353, excusez-moi du détail, par rapport à l'année précédente sur la même période. Donc, c'est une augmentation bien évidemment considérable que nous avons vu. Je rejoins tout à fait Laurence dans sa notion de sidération, effectivement. C'est quand même presque la moitié de plus que l'année précédente. Donc, très forte augmentation des plans. Plus de 80 000 ruptures de contrats de travail, c'est-à-dire 3 fois plus qu'en 2019. Donc, c'est bien évidemment tout à fait important. Dans 4 cas sur 10,
il s'agit d'entreprises de plus de 1000 salariés et 3 cas sur 10, ce sont des entreprises de moins de 250 salariés. Donc, on voit quand même que le spectre des typologies d'entreprises est quand même assez large. 37% sur l'industrie manufacturière, ça surprendra personne. 19% dans le commerce, la réparation automobile, transport, entreposage, hébergement, restauration, pour 9% chacune. Donc, ce sont quand même des augmentations très significatives. Par exemple, au 4e trimestre 2020, mi-novembre, on était à 20 procédures par semaine. On est passé mi-décembre à 30 procédures par semaine. Donc, pour vous montrer que cette deuxième moitié d'année 2020 a été effectivement quelque chose d'extrêmement important dans l'augmentation des transformations, des restructurations, etc. Alors, pour ce qui nous concerne, en fait, nous avions, nous, LHH France, demandé à notre labo un livre blanc, justement, sur les transitions professionnelles, que nous avons complété cet été avec les impacts de la crise Covid et du télétravail. Et en fait, nous souhaitions identifier à la fois le vécu de nos candidats, de nos clients, et comme l'a dit très justement Laurence, également des partenaires sociaux, qui est un point extrêmement important dans les centres de décision, on va dire, qui vont participer au projet. Et donc, on a fait évoluer notre méthodologie en intégrant, bien évidemment, on va en reparler certainement, des outils digitaux, des ateliers collectifs, de telle manière à favoriser les échanges entre pairs. Et cette approche a été fortement plébiscitée. Elle nous a permis d'accompagner 70% de nos candidats en distanciel en 2020. Alors, on a coutume de dire que l'outplacement, c'est l'inverse de je reste chez moi avec mes pantoufles et mon mug de café devant mon ordinateur. Là, effectivement, eh bien, il a fallu développer et intensifier, on va dire, la technologie, le recours à la technologie, pardon, et le distanciel, mais on y reviendra un petit peu plus tard certainement. Camille, on ne t'entend plus. Ah, ça y est, c'est revenu, pardon. Excusez-moi. Merci François. Non, je disais que nous, chez Cali Social, ben, on a été confrontés à tout ce que vous évoquez tous les deux parce que donc, nous, notre métier, c'est de recevoir les salariés en difficulté. En 2020, on a accompagné 10 000 personnes individuellement, donc on n'est pas une industrie, hein, donc 10 000 personnes, c'est 10 000 fois une personne. Hein. Et c'est 500 psychologues et coachs qui ont fait ce travail. Et donc, nous, on a vécu, en fait, les différentes phases de l'année 2020 de manière assez marquée, en fait. On aurait presque pu faire des saisons. Parce que, bon, il y a le démarrage de l'année 2020 assez commune, mais qui était quand même un démarrage 2020 qui était assez particulier, parce qu'on a eu pas mal de catastrophes au niveau mondial. Et alors, en psychologie, en fait, je dirais l'insécurité collective, l'insécurité globale, elle existe, en fait. Et nous, on le constate très souvent quand on étudie les de voir que, effectivement, quand il y a des périodes d'instabilité géopolitique, de crise, eh bien, ça se répercute sur les personnes qui vont avoir des tendances anxieuses qui vont être plus fortes. Et donc, ça se ressent. Et donc, c'était déjà vrai avant le début de la Covid, pardonnez-moi. Et en fait, ce qui s'est passé au moment du confinement, parce que la crise de la Covid a réellement démarré au moment du confinement. En tout cas, c'est ce que nos études nous montrent, hein, c'est que l'impact psychologique de la Covid, c'est vraiment l'impact plutôt psychologique des mesures sanitaires pour nous protéger de la Covid, plus que l'impact de la Covid elle-même. Et donc, on a vu une deuxième saison démarrer au moment de la crise sanitaire on a eu deux réactions sur les collaborateurs que l'on accompagne. On a eu une partie qui avait déjà des tendances anxieuses, qui ont vu ces tendances anxieuses s'exacerber immédiatement avec les mesures sanitaires. Comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Qui se sont tout de suite projetés dans toutes les conséquences négatives que pouvait occasionner cette situation. Et on a eu une autre population de personnes dans une
qui se sont retrouvés dans une situation effectivement de sidération qui ont tout arrêté. Donc, on a vu dans les populations qu'on accompagnait à ce moment-là, des gens qui ont dit non, non, je mets tout sur pause, hein, j'attends de voir ce qui va se passer, et puis d'autres qui nous ont beaucoup plus sollicités. Sur la période du premier confinement, on a constaté 3 fois plus de sollicitations en moyenne qu'à une période similaire. Hein. Donc, 3 fois plus de gens qui nous contactaient et 3 fois plus d'accompagnement nécessaire par individu. Donc, une activité très, très forte et donc un impact psychologique très, très fort pour la société en général. Et ce, indépendamment du secteur d'activité des employés de l'entreprise. Hein, parce qu'on accompagne des entreprises des organisations, je dirais, parce qu'on fait autant de public que de privé, mais on accompagne le ministère du Travail, on accompagne Blablacar, on accompagne IBM ou Nestlé ou Renault, Volvo, toutes ces organisations, et Trucks, je précise. Et en fait, elles n'ont pas toutes la même relation avec la situation. Et nous, on a vu vraiment dans les personnes que l'on accompagnait, une approche très commune finalement des problématiques. Parce que quand on travaille, tu évoquais tout à l'heure ces statistiques qui sont très intéressantes, et je pense que d'ailleurs ça pourra intéresser si tu pourras nous les donner et qu'on puisse les transmettre aux participants parce qu'elles sont vraiment très très intéressantes. Les secteurs d'activité que tu évoquais qui étaient particulièrement impactés par la crise et qui ont représenté la majorité des suppressions de postes, et ben nous, en fait, même dans les secteurs d'activité qui n'étaient pas du tout impactés par la crise ou qui étaient impactés positivement par la crise, on a eu énormément de sollicitations aussi. Donc, il y a eu un véritable effet psychologique collectif de troubles anxieux, de troubles anxieux d'abord, de stress, et qui n'étaient pas liés à l'emploi. Ça, c'était le premier confinement. Après, il y a eu effectivement ce moment d'égarement estival, je dirais, où là, on a eu tout de suite effectivement une impression de disparition de cette crise sanitaire. Il y a eu une remise en question aussi des modes de vie des sociétés, et donc un été plutôt favorable en termes psychologiques, parce qu'on a vu une baisse significative de la sollicitation à période comparable, l'été 2020 par rapport à l'été 2009, on a vu une baisse significative. Et donc, on a moins travaillé. Les gens étaient concentrés sur leur projet de vie, sur leur vie de famille, etc. Et c'est reparti en septembre avec l'ouverture des écoles, avec la reprise effective du travail. Et puis, c'est arrivé très, très vite, septembre, la hausse des contaminations, confinement en octobre, etc. Et là, on a eu une nouvelle saison. En termes psychologiques parce que on est revenu sur une augmentation très significative des sollicitations. Donc, le x3, on l'a reconstaté à ce moment-là par rapport à une période similaire. Et en revanche, les problématiques étaient beaucoup plus marquées. Là, on rentrait dans le concret de la crise, les suppressions d'emplois, les entreprises en difficulté économique, les entreprises en surcharge de travail, parce qu'on a eu des arrêts d'activité totale pour certaines organisations et on a eu augmentation massive du travail pour d'autres organisations qui ont dû faire face aux nouvelles demandes pour apporter. Typiquement, les restaurants ont arrêté leur activité, tous les industriels, restaurateurs, les grandes entreprises ont dû stopper leur activité, mais les gens continuent de manger, ils sont répercutés sur l'achat de nourriture en grande surface. Et bien, tous les producteurs de nourriture de grande surface se sont retrouvés en suractivité pour compenser l'absence des restaurants, l'absence des restaurations collectives, etc. Donc, charge de travail très forte chez certains, insécurité socio-économique chez d'autres. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu aussi un autre élément apparaître à ce moment-là, c'est le déséquilibre professionnel et personnel et la problématique de la relation avec la vie de famille et la problématique de la relation avec la vie au travail, parce que les deux ont eu un impact très, très significatif chez les personnes que l'on accompagne. La vie de famille d'abord, parce que notre société n'est pas faite pour vivre en télétravail. Nos maisons sont faites comme étant des foyers, des zones de confort, des zones de relaxation, des zones sociales de détente. Et nos bureaux sont faits pour être des zones de travail structurées pour une certaine efficacité, une socialisation, etc. Et donc les gens ont vécu chez eux, famille complète ou absence de famille pendant ce second confinement avec tous les effets que ça peut occasionner.
Et donc ça a été le premier problème. Et le deuxième problème, c'est les relations de travail. C'est qu'à un moment, on a commencé à vivre derrière Teams, Laurence l'évoquait très bien, euh, ou derrière Webikeo, ou derrière tous ces outils. Et nos pratiques managériales, nos pratiques relationnelles au travail n'ont pas prévu cette distanciation entre les personnes. Et donc, et on n'a pas su réinventer immédiatement des modes de travail. Et on a beaucoup souffert, les salariés ont beaucoup souffert de cela et en souffrent encore aujourd'hui. On est encore dans un renouvellement des méthodes, des cultures d'entreprise et des méthodes de travail. Et, euh, et donc, si, pour terminer mon propos, parce que tout ça, on l'a vécu, euh, l'enseignement de tout cela, en fait, c'est que sur 2020, ce qui a posé le plus problème, et c'est d'autres statistiques que l'on fait, c'est pourquoi les troubles anxieux apparaissent, etc. C'est pas tant l'insécurité socio-économique, c'est pas tant le déséquilibre dans la vie de famille. Le premier problème, c'est l'isolement personnel par rapport au travail et le fait de ne plus être en phase avec ce qui se passe dans son entreprise, dans son organisation, qui a été vraiment quelque chose de très très difficile qu'on a énormément constaté. Et l'enseignement que l'on a tiré de cela, c'est de dire à tout le monde de favoriser, d'acter la socialisation des équipes. C'est quelque chose qui n'existe pas beaucoup. Hein. Vous n'avez pas un responsable de la socialisation des entreprises. En ce moment, il faudrait presque mettre un responsable de la socialisation parce que ça n'est pas naturel de socialiser dans les conditions actuelles. Ça s'acte. Il faut avoir une action proactive pour socialiser ses effectifs et c'est fondamental pour maintenir un engagement et pour éviter des troubles psychosociaux accrus. Et prendre soin de ses équipes, évidemment, parce que quand on voit qu'il y a x3 en termes de personnes en difficulté qui nous sollicitent et que ces personnes nous sollicitent 3 fois plus que ce qu'on constate par ailleurs, prendre soin de ses collaborateurs fait partie des éléments importants, je pense, qui ressortent de 2020, en tout cas du point de vue de Cali Social. Si je peux me permettre un commentaire, Camille, juste pour effectivement étayer ce que tu viens de dire, puisque nous, effectivement, nous l'avons vu côté accompagnement, et ce qu'on a vécu, c'est que depuis fin mars, début avril, grosso modo, on a vu des salariés avec des angoisses en augmentation, des situations de forte fragilité. Certains ont demandé des pauses dans l'accompagnement. Et comme on travaille ensemble, je dirais en partenariat, il nous est apparu tout à fait indispensable d'avoir ces cellules d'écoute psychologique. On a vu aussi des décalages de prise de poste plutôt que des interruptions de période d'essai. Et par exemple, dans les projets de départ volontaire, on a vu aussi une hésitation plus longue des salariés pour un départ volontaire, que ce soit en formation longue de reconversion ou en création d'entreprise. Autre chose que tu signalais, effectivement, c'est la difficulté individuelle. Ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est les difficultés accrues liées à un départ, tout bêtement, parce que le départ avant se faisait avec un pot autour d'une grande table de réunion avec force, champagne, petit four, etc., etc. Aujourd'hui, le départ, il se fait tout seul. Pas de possibilité de dire au revoir aux collègues comme on aimerait le faire, ne plus voir les collègues, etc., etc. Tout ça a généré effectivement une ambiance, un ressenti particulièrement compliqué à vivre. Et donc, nous, pour nos consultants, ça s'est traduit en une demande de beaucoup plus de disponibilité et d'écoute de la part de nos consultants, donc beaucoup plus de présence, de patte humaine, on va dire, dans le travail de dynamisation professionnelle, plus d'imagination, plus de réactivité et également un devoir d'alerte, notamment vis-à-vis de vous. Et on a été même amené à décaler ou allonger des accompagnements justement par rapport à ça. Également, on a fait plus d'ateliers, on a maintenu des échanges réguliers avec les consultants pour justement la gestion du stress. Donc ça, c'est des aspects importants. On parlera peut-être de méthodologie un petit peu après, mais on va dire que
finalement, la méthodologie qu'on a mise en place à partir de 2020, elle est bien étayée, je dirais, par cette situation de l'emploi et psychologique, je dirais, particulièrement difficile. Ouais. C'est une bonne transition. Je vais mettre tout de suite la deuxième thématique. Donc, comment mène-t-on une restructuration à l'ère du Covid? Parce que c'est vraiment le sujet du jour. Je vais lancer un sondage pour demander aussi l'avis aux participants. Si vous aviez déjà connu des restructurations par le passé, selon vous, celles de 2020, se sont-elles passées mieux que prévu, moins bien que prévu, comme prévu? On aimerait bien avoir votre feedback sur le sujet. S'il vous plaît. Et en attendant que le sondage se fasse, comment mène-t-on une restructuration à l'ère du Covid? Laurence, est-ce que tu veux en parler? Oui, bah écoutez, on essaye, hein, voire on y arrive, mais on a été obligé effectivement de s'adapter, pas que nous, hein, enfin pas que nous, je parle collectivement, l'entreprise, ses conseils, ses avocats. En fait, on a quand même trois branches. On a les partenaires sociaux, CSE et syndicats. On a l'administration qui n'était pas connue jusque-là pour être la plus innovatrice en matière de télétravail. Et puis on a évidemment les salariés individuels dont ces messieurs s'occupent encore plus particulièrement. Donc l'anecdote de tout à l'heure sur il faut être en présentiel vraiment une fois de temps en temps et c'est important. Voilà, on a maintenant comme Bible d'un côté le protocole sanitaire où même si on est en présentiel, vous pouvez pas faire actuellement une réunion avec 25 personnes ou alors c'est dans une salle des fêtes. Enfin, bon. Donc ça c'est très compliqué. Et effectivement, il y a toujours le testé positif, le cas contact, celui qui a le Covid. Enfin bon, donc c'est très compliqué, c'est très frustrant d'un point de vue personnel évidemment, d'un point de vue managérial encore plus, et puis parce qu'il manque cet aspect soft dont je parlais tout à l'heure d'une relation, ce que j'appelle la politique de la machine à café ou du off dans un bureau. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Et ça, on n'a pas encore réussi. On n'a pas encore réussi à complètement le régler. Alors l'administration, c'est quand même mise. On arrive à avoir des relations avec l'administration. Il y a eu un gros flottement au début, mais enfin, alors c'est souvent plus au téléphone qu'avec une plateforme numérique, mais enfin, on y arrive à peu près. Ils arrivent encore très bien à nous demander, à nous donner des injonctions et à voir les syndicats ou à leur parler. Donc les aspects techniques de l'administration sont gérés. Sachez quand même que l'administration, qui n'était déjà pas particulièrement facile en matière de PSE, a clairement des instructions actuellement pour l'être encore beaucoup moins. Et je reviens à mon point d'avant, c'est-à-dire que ça reste une réorganisation, ça reste quelque chose d'excessivement technique et d'excessivement formaliste en France, et que ça n'a jamais évidemment été prévu pour être en télétravail. Donc voilà, c'est très désincarné. On y arrive. Moi, j'ai demandé à tous mes clients qui voulaient lancer des PSE, même les Américains qui n'ont pas réouvert depuis le mois de mars, je leur ai dit, moi, je ne sais pas faire un PSE à distance. En tout cas, pas intégralement à distance. Il faut qu'il y ait quand même un noyau dur. Il faut qu'une fois de temps en temps, il y ait des rencontres et il faut que certains salariés, ceux qui sont le plus isolés, puissent rencontrer les équipes. Alors, en fait, on fait quelque chose d'assez hybride qui va être le mot à la mode pendant les prochaines années, je pense. Mais on arrive à avoir certaines réunions, on arrive à avoir certains salariés et l'administration, je suis pas sûre qu'on l'ait vu en vrai depuis fort longtemps. Donc on y arrive, mais c'est plus compliqué et ça impose encore plus de temps, encore plus d'investissement, encore plus une équipe cohérente. Et là, je parle de l'équipe, l'équipe qui gère toute la procédure, pas seulement la procédure technique, hein, l'espèce de chef d'orchestre qui fait tout. Donc voilà, on est dans une période où même la grève est devenue quelque chose de difficile à faire parce que pour finir sur un petit sourire, c'est difficile de faire une grève derrière un ordinateur. Mais certains ont essayé quand même et parfois on arrive. Donc ça tend un peu quand même les relations et c'est souvent encore plus antagoniste qu'avant parce qu'il manque l'aspect soft. François? Merci Laurence. François, est-ce que tu veux rebondir Oui, tout à fait. sur Laurence, Tout à fait. voilà, sur comment mène-t-on une restructuration à l'ère du Covid chez LHH? Comment vous faites pour faire face à toutes ces contraintes et ces sujets qu'on a évoqués tout à l'heure? Effectivement, Laurence a évoqué l'aspect de communication à multiplier avec l'entreprise, avec ses représentants. Je redirai jamais assez l'importance des élus justement dans le succès d'un projet de transformation
Pour nous, ça veut dire 1000 fois plus d'efforts de communication dans la phase amont du projet, de telle manière à la fois expliquer comment on va travailler, expliquer que le distanciel nous permet de travailler pratiquement, entre guillemets, comme avant. Et puis, surtout, y a-t-il des offres d'emploi? Et donc, en fait, c'est dans ce sens que je vous ai parlé effectivement du livre blanc sur l'accompagnement des transitions professionnelles que nous avons commandé en 2020 et revu à l'été 2020. Et on a beaucoup fait justement évoluer notre méthodologie en intégrant des outils digitaux, des ateliers collectifs pour favoriser les échanges entre pairs. Alors, l'effet machine à café dont a parlé Laurent, c'est fondamental, puisqu'en fait, la communication dans l'entreprise, elle se fait souvent d'une manière informelle. C'est là qu'on a les informations, c'est là qu'on a le feeling de ses pairs, etc. Or, justement, notre méthodologie, elle a été en fait axée sur ce que nous appelons le placement actif. Alors, le placement actif, ça consiste en fait à dynamiser de manière beaucoup plus intense les accompagnements de nos candidats. Nous avons 3 types en fait de consultants qui vont être au service du retour à l'emploi ou d'autres projets, on en reparlera. Le consultant référent qui va canaliser l'énergie et qui va guider le candidat en fait dans la palette d'outils et de services qu'on met à disposition. Il est assisté d'un consultant image de marque. Alors pourquoi image de marque? Parce que bien évidemment qu'aujourd'hui, tout le monde sait que les soft skills ont pris le pas sur les hard skills, ce qui veut dire que aujourd'hui vous avez les enquêtes ont montré que 62% des décideurs, 62% vont recruter une personne principalement sur ces soft skills. Donc, ce qui veut dire mettre son CV en ligne, se mettre visible sur les réseaux sociaux, etc. Voilà, ça c'est le travail du consultant image de marque qui est très important aujourd'hui. Et tout aussi important, l'expert marché qui va intervenir sur les bassins d'emploi pour mettre en relation l'offre et la demande, éventuellement organiser des job dating, c'est-à-dire faire venir les entreprises qui recrutent et les mettre en relation avec les candidats. Et nous avons également 1 à 2 fois par mois, animées par un consultant, des équipes de dynamisation où nos candidats vont pouvoir avoir des échanges entre eux, des rencontres entre pairs et la confrontation de leurs projets et des postures. Donc, si vous voulez, tout ça va tendre, on va dire, à combler finalement le vide qui est généré par cette distanciation. On sait bien que lorsqu'on fait un recrutement, les 5 sens sont mis à profit, même le goût pour le petit café offert, évidemment. Mais voilà, il y a l'odorat, le toucher, etc. Alors que, bien évidemment, sur votre PC, vous n'avez que l'ouïe et la vue. Et donc, ce qui veut dire qu'il va falloir être beaucoup plus efficace, percutant, avec évidemment cette limitation. Et le consultant, l'ensemble des équipes de consultants vont précisément aider le candidat à travailler sur ce type d'approche. Mais un dernier point, c'est que nous avons également développé avec le groupe ADECO, dont nous faisons partie, un outil qui s'appelle ADECO Analytics et dont l'objectif est de cibler par territoire, avec une granularité très fine, ville par ville, les entreprises qui recrutent et on atteint par là même également les PME, les PMI. On a la capacité d'anticiper des formations, de reconversion, etc., etc. Donc, beaucoup d'outils qui sont mis à disposition du candidat précisément pour le dynamiser.
Et bien évidemment que l'angoisse du candidat, elle se traduit aussi par, alors non seulement je suis chez moi décorrélé, on va dire, de tout mon réseau. Cela dit, nous, ce qu'on a vérifié, c'est qu'entre 2020 et 2019, les offres d'emploi n'ont baissé que de 8%. Donc c'est relativement peu. Évidemment que il y a eu beaucoup de comment dirais-je, de restructuration, beaucoup de rotation, mais aujourd'hui on a également une part très importante, on va dire, d'offres d'emploi qui sont restées. Alors évidemment, le type d'emploi, les métiers se sont déplacés. Il y a des métiers qui ont été en obsolescence, d'autres qui sont en explosion. Je pense par exemple à la data ou à l'intelligence artificielle. Mais en tout état de cause, les offres d'emploi sont toujours là et justement notre travail consiste à vraiment mettre en relation nos candidats avec ces offres. J'ai vu aussi, François, que, alors tu es mieux placé que moi pour ça, mais que les métiers de relations clients explosaient également, de relations clients à distance, parce que Internet explose et donc on a quand même énormément besoin d'humains et tout se fait à distance et que donc il y a une explosion des emplois, de l'embauche sur ces sujets. Je pense à des entreprises comme Téléperformance, qui vont très très loin dans l'accompagnement dans le service client et qui recrutent énormément pour faire face à la hausse. Alors tu as tout à fait raison. Les métiers les métiers franchement en tension sont restés. De nouveaux métiers ou en tout cas se sont développés. Et à titre d'exemple, les services de l'État en Île-de-France ont identifié 31 métiers porteurs. 31 métiers porteurs et qui vont, je dirais, de l'opérateur jusqu'au cadre ou cadre supérieur. Par exemple, j'ai noté dans le bâtiment, travaux publics, électricité, électronique, maintenance, logistique, au hasard, informatique, data, intelligence artificielle, études et recherches, les services, et le drive dans les grandes surfaces. Donc, beaucoup. Ok. Donc, il n'y a pas que des métiers de l'intelligence artificielle ou ces métiers un peu exotiques ou en tout cas qui font un peu fantasmer, mais qui ne sont pas accessibles non plus à tous parce que moi personnellement, on me demande de prendre un poste en IA, je serais complètement perdu. C'est l'intelligence tout court. Et je suis pas le seul. Bon, on va enchaîner. J'ai pas mal de questions dans le chat, très intéressantes. Notamment comment inclure des nouvelles actions dans un projet de PSE? Comment peut-on en quoi peut-on introduire des nouvelles actions dans un projet de PSE? Je vais peut-être commencer à répondre à cette question avant vous. Désolé, c'est pas très poli, mais en fait, je pense à la question des risques psychosociaux. Et nous, il y a une particularité parce que il se trouve que en plein milieu de juin 2020, en plein milieu de l'année, outre le fait qu'on avait cette situation assez particulière de crise économique et qu'on s'attendait à une augmentation des PSE, des restructurations, et qu'on a constaté, merci François pour tes statistiques, la Directe a obtenu la compétence de juger les mesures en termes de prévention des risques psychosociaux, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on pouvait contester les mesures de prévention des risques psychosociaux, mais c'était le juge qui disait oui, bien, suffisant, pas suffisant, a posteriori. Aujourd'hui, quand un employeur présente un PSE à la Directe peut simplement dire, désolé, les mesures de prévention des risques psychosociaux sont insuffisantes. Et il se trouve que la Directe prend cette compétence qui a un impact significatif sur la capacité à déployer, à lancer un PSE, au moment où plus rien n'est comme avant, parce que la prévention des risques psychosociaux avant la Covid et les mesures sanitaires n'est pas la même que la prévention des risques psychosociaux en phase de restructuration aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait des anticipations d'impact, donc préalable à une annonce, avec l'équipe qui construit ce PSE. C'est-à-dire, je
restructure, mais quel va être l'impact sur les personnes qui restent, quel va être l'impact sur les personnes qui partent. Et on a on étudie énormément la période transitoire, c'est-à-dire les personnes qui ne savent pas s'ils vont partir ou rester. Donc, c'est une zone plus ou moins longue, on l'a vu parfois très longue, qui crée des troubles psychosociaux spécifiques. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on mène comme action, c'est nous, toutes les formations en fait, qu'on faisait pour les managers en présentiel, on les a mis en distanciel, sauf qu'on ne peut pas passer une journée derrière son Teams à faire une formation. L'approche pédagogique doit changer. On ne peut pas être face à un écran, la socialisation. Donc, on fonctionne non plus sur des journées, mais on fonctionne sur des exercices courts avec des temps intermédiaires pour que les managers travaillent sur comment moi, manager, j'agis sur la socialisation de mes équipes, comment moi j'agis sur la détection des situations à risque, qu'est-ce que je fais si j'y suis confronté, qui j'alerte, etc. Donc ça, ce sont des actions très concrètes. Évidemment, tous nos services d'accompagnement psychologique à distance, on les a maintenus et on le faisait déjà chez Kelly Social, mais ça a été énormément renforcé, la visioconférence notamment, qui a pris une part très importante chez les collaborateurs, et les outils digitaux pour demander d'être recontacté, choisir son psychologue, choisir son coach, etc. Des points nouveaux. Et point très important, nouvel outil, je dirais, de prévention des risques psychosociaux. Ce qui existait déjà, c'est de communiquer. Mais le nouvel outil, c'est la communication. Le webinar, c'est pas le bon terme parce que c'est pas exactement un webinar, mais on a mené dans beaucoup de projets de restructuration des temps collectifs pour parler de thématiques clés, et notamment sur des questions de résilience, et de faire en sorte qu'on puisse sensibiliser les gens sur la situation, sur ce qu'il faut mettre en œuvre pour se protéger soi, prendre soin de soi, prendre soin de ses collègues. Et ce, avec des temps courts de 30-45 minutes, de manière à intervalles réguliers pour que tout le monde puisse voir ça. Ça, c'est les nouvelles actions qu'on a introduites pour accompagner les PSE, avec une part de digitalisation très très forte, parce qu'évidemment, on ne fait plus les choses comme avant, quoi. Laurent, je vois que… Il y a plusieurs questions auxquelles je vais répondre peut-être en même temps. Alors, une assez rapide, Ouais. hein, quelqu'un demande si les élus sont… Enfin, j'ai évoqué que les élus pouvaient être plus durs dans leur position. Alors déjà, il y a autant d'élus et il y a autant de cultures qu'il y a d'entreprises, donc les généralités sont compliquées. Ce que j'essayais de dire, c'est qu'à distance, il peut y avoir plus d'antagonisme à cause de cette absence de soft. Mais en réalité, enfin, tu reviendras sur le sondage, je pense, Camille, mais en réalité, on a réussi à faire des réorganisations, on a réussi à discuter avec les élus, et parfois mieux, parfois moins bien. Ça dépend. C'est pas la même chose quand c'est une population aussi d'ouvriers qui est moins à l'aise avec l'outil technique que quand vous réorganisez un bureau d'études. Donc c'est pas un dogme que les élus aient été plus durs, mais en revanche la période, et bon, le projet c'est de toute façon toujours difficile, les relations avec les élus et avec les syndicats dans les périodes de réorganisation, mais là effectivement c'était un peu plus compliqué. 2 points sur le PSE pour reprendre ce qu'a dit Camille. Je vous ai dit tout à l'heure que la directe était encore plus exigeante qu'avant. Les RPS qu'on a vu monter en puissance depuis plusieurs années, mais il y a 4-5 ans, c'était vraiment le parent pauvre, hein. On mettait 3 lignes dans un PSE pour dire, et puis on avait un vague psychologue qui passait, et puis après Camille est arrivée et a développé cette offre. C'est indispensable. Un PSE ne peut plus passer devant la directe sans un vrai accompagnement psychologique. Pas juste il y a une hotline de ma filiale, de ma maison mère américaine, et il parle anglais entre 3h et 6h du matin. Ça ne passe plus du tout. Donc il y a eu un renforcement énorme des demandes de la directe, qui portent essentiellement sur la durée du congé de reclassement, les mesures de formation, évidemment l'outplacement, évidemment les RPS. Donc bien sûr qu'il faut écrire, et plus on met de choses dans le PSE, mieux c'est. Et quelqu'un demande si les diagnostics et les solutions opérationnelles ne devraient pas être envisagés par rapport aux réorganisations. De toute façon, les diagnostics et les solutions opérationnelles font maintenant partie intégrante du PSE. Il faut des études d'impact, il faut savoir faire un bilan, et je vais passer la parole à François qui sait faire ça mieux que moi, mais un bon PSE actuellement, il y a des mesures d'accompagnement, ça fait longtemps. La supralégale, contrairement à ce que pensent les syndicats, n'est pas le Graal, loin de là, c'est pas ce que regarde la directe. En revanche, les études d'impact, les plans d'action, les accompagnements RPS et les accompagnements outplacement, on ne fait plus passer actuellement un PSE sans ça, et encore moins cette année que l'année d'avant.
Il y a une question juste avant qui est vraiment destinée à Laurence. Alors, elle est rapide. C'est comment s'assurer que des avis remis au cours d'une réunion en distanciel sont Alors, on valables? arrive à faire ce que tu évoquais, c'est-à-dire qu'on arrive à faire des votes en ligne, on arrive à faire des sondages, on arrive à leur faire motiver par email. Mais oui, on est obligé de se réinventer. Comment est-ce qu'on convoque à une réunion et comment est-ce qu'on peut prouver? Alors moi, j'ai encore des clients qui font des lettres recommandées avec avis de réception, mais bon, c'est pas comme ça qu'on fait. On arrive à sécuriser ça par les réseaux en fait. Yes, Oui, juste François. pour compléter ce que dit Laurence, effectivement, et les nouvelles actions dans un projet de PSE, quelles sont-elles? D'abord, elles sont pas forcément nouvelles, mais elles sont indispensables. La première, c'est effectivement d'organiser une relation de bonne qualité avec ce qu'il est convenu d'appeler la puissance publique, que ça soit la directe ou la DGEFP, et nous également en général en coopération avec les cabinets d'avocats, nous pouvons faciliter et orienter, on va dire, la bonne parole de l'entreprise vis-à-vis de la puissance publique. C'est très, très important, bien évidemment. L'aspect également de prévoir la revitalisation très en amont d'un projet est un des éléments fondamentaux pour que la directe puisse avoir une perception de bonne qualité je vais mettre des gros guillemets, de la moralité de l'entreprise et de sa volonté vraiment d'avoir un accompagnement humain. Donc ça, c'est une première chose, la qualité le bon timing, la qualité de la relation avec la puissance publique. Deuxièmement, une restructuration fonctionne correctement à partir du moment où l'ensemble de l'entreprise est partie prenante dans cet accompagnement de la restructuration. Je pense notamment aux managers intermédiaires, comité de direction, PDG. Nous, en fait, systématiquement, nous proposons aux entreprises un accompagnement managérial qui va permettre aux managers de faire face à la fois aux réactions, mais aux questions également du corps social dans le cas de restructuration. Et ça, c'est un aspect tout à fait fondamental. Mais nous accompagnons aussi, si nécessaire, les DRH. Alors, ça peut être en coaching, ça peut être des programmes effectivement de résilience, d'accompagnement. Parce que je peux vous dire qu'en ce moment, le travail de nos DRH, comment dire ça agréablement, est assez challenging. Et donc, ils ont eux aussi besoin qu'on les aide, qu'on les accompagne de telle manière à ce qu'ils puissent justement effectuer leur projet dans des bonnes conditions. Oui, on n'en a pas parlé, mais c'est un constat. Cette crise sanitaire, c'est aussi la crise et l'opportunité des RH en même temps, hein, parce que le gros du travail dans l'entreprise, pardonnez-moi à tous les autres qui ont beaucoup travaillé, mais les RH ont concentré beaucoup en matière de gestion de la crise sanitaire, parce qu'on a eu énormément de problèmes liés au droit du travail, énormément de difficultés logistiques, des PC organisés, enfin bref, on est vraiment, moi j'ai constaté ça partout avec des RH qui se sont retrouvés avec une charge de travail colossale pour faire tourner la Et boutique, quoi. particulièrement, Ça c'était. excuse-moi Ouais, de vas-y. t'interrompre, et particulièrement pour des sociétés anglo-saxonnes américaines, avec comment on va dire ça, une compréhension un petit peu lointaine de l'ensemble de nos contraintes sociales, légales en France, qui met sur le DRH une pression encore plus importante. Ça, c'était déjà pré-Covid et Ouais. c'était déjà pré-Covid et ça va aussi avec le management matriciel qui crée une souffrance et qui rend les choses plus compliquées. Mais effectivement. Je vois les sondages. On a posé la question, hein, si vous aviez connu des restructurations par le passé, donc on a demandé aux participants quelles, selon vous, est-ce que celles de 2020 sont-elles passées mieux que prévu, comme prévu ou pire que prévu? Eh bien, on a 50% des gens qui ont déclaré que ça s'était passé mieux que prévu, 33% pire que prévu, et puis comme prévu, 17%. Ouais, c'est assez,
assez répartis en fait, hein, peut-être pour polariser entre mieux que prévu ou pire que prévu. C'est intéressant de voir qu'on n'a pas une réponse parfaitement lissée Je, et que tout le monde a le même avis. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a des Je pense que restructurations sur à le mieux que différentes prévu, vitesses. Laurence? il y a eu aussi des attentes, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvés tous collectivement au mois de mars, avril, en pensant qu'on n'y arriverait pas. Et donc, si on avait comparé par rapport à janvier dernier, avant le Covid, ça aurait été peut-être un peu différent. En mars, avril, les gens se sont dit, on va pas réussir à réorganiser, on ne va pas pouvoir, ça va pas être possible. Donc finalement, le fait d'avoir réussi à le faire plus ou moins difficilement selon les cas, explique sans doute ce côté un peu soulagement en se disant, on arrive quand même à le faire, et de fait, on arrive quand même à le faire. Je vais lancer je vais en profiter, je vais lancer un autre sondage. À votre avis, quel est le levier le plus important pour réussir une restructuration avec les différents leviers classiques que l'on voit dans les restructurations et en cette période, hein, quel est le levier le plus important? Donc, vous pouvez directement dans l'onglet sondage ou dans l'onglet chat, dans ces sondages, vous pouvez répondre aux questions et on partagera les résultats tout à l'heure tous ensemble. Alors, je vois qu'il reste 10 minutes, c'est très bien. Alors, rapidement, quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour préparer une restructuration en 2021? Moi. Euh, Laurence? alors la première, Non, j'ai pris Très mon bien. rythme, Laurence Je vais être François. assez rapide qu'on puisse répondre aux dernières questions. La première chose, c'est que quand même, on est dans une culture très désincarnée, très anxiogène. Le monde est anxiogène encore plus d'habitude que d'habitude. Et donc, il faut quand même pas oublier que c'est pas un jeu vidéo. Là, on se voit tous de loin. On a tous des espèces de fantasmes de personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Mais il faut pas oublier quand même quels sont les enjeux d'une réorganisation, la souffrance humaine qui est derrière, la difficulté de gérer ce genre de choses. Et voilà, ne pas oublier que ce qui est désincarné, ce qui est frustrant à force de parler à un écran toute la journée, derrière il y a des êtres humains et il y a des enjeux qui sont extrêmement compliqués. Donc, le deuxième avis que j'ai ou le deuxième conseil que j'ai, c'est il faut garder un peu de présentiel. Il faut voir quand même un peu vos élus et vos syndicats et vos salariés. C'est compliqué. Il faut le faire par petits groupes. Il faut se réinventer, mais on peut pas tout faire derrière un écran. La troisième, alors c'était déjà vrai avant, c'est encore plus vrai maintenant, c'est préparez-vous. On ne fait pas un PSE, on ne prépare pas un PSE en un mois, encore moins dans la période actuelle qu'avant, mais même avant. Un bon PSE, c'est pas tellement à partir du moment où vous avez fait la réunion zéro et où on déroule les choses, c'est avant. Tout se joue. Donc, un PSE, ça se prépare. Il faut avoir une équipe unie. Il faut avoir des gens qui savent où ils vont. Il faut avoir des gens qui ont un budget, qui ont des pouvoirs et qui ont une feuille de route et qui est une forme de empowerment. Désolée de parler un petit peu franglais, mais c'est-à-dire que ce que disait très justement François tout à l'heure sur les DRH qui sont vraiment, c'est un travail qui est extrêmement difficile. S'il y en a qui nous écoutent, je vous félicite parce que c'est vraiment encore plus dans la période actuelle. Donc, vraiment, dites à vos managers, dites à vos directeurs généraux, une réorganisation se prépare et autrement, le coût à payer est bien au-delà d'avoir 1 ou 2 mois de procédure en plus. Les mois avant sont des mois gagnés sur le reste et de la souffrance gagnée. Et de l'efficacité, donc. Je ne peux pas dire mieux, effectivement. On a eu plusieurs expériences de plans qui se sont bien plantés justement à cause d'un certain nombre de paramètres qui n'ont pas été forcément bien appréhendés ou à cause d'une pression trop forte du headquarter américain, par exemple, pour aller vite et pas cher surtout. En fait, il y a un certain nombre de choses qu'on a identifiées. Les erreurs à pas faire, eh bien, c'est une mauvaise communication avec la puissance publique. Donc ça, c'est un aspect fondamental par rapport à la perception que la Directe ou la DGEFP va avoir de votre projet. Une attention toute particulière à la tarte à la crème des catégories pro. Ça a toujours été un aspect important, donc bien les soigner, préparer bien tout l'aspect revitalisation en amont ou recherche de repreneurs en amont, et pas quand la Directe va vous demander effectivement, au fait, vous y avez pensé, il serait peut-être temps d'y penser. Le deuxième point, c'est bien évidemment les mesures d'accompagnement, le succès d'un projet. Il dépend bien évidemment du climat social, de la qualité du dialogue social,
très important, mais il va dépendre aussi de la qualité des mesures d'accompagnement, de leur attractivité. Est-ce que les seniors vont avoir envie de partir en fonction des mesures sociales qui ont été prévues? Et puis après, sur le terrain, dans la mise en œuvre, eh bien, c'est tout le professionnalisme, justement, qui va permettre d'avoir à la fois des dispositifs d'écoute. Alors, il y a évidemment les dispositifs d'écoute de Camille, mais nous avons aussi nos espaces information conseil où le candidat va pouvoir, le salarié plutôt, qu'il est encore salarié, va pouvoir discuter avec un consultant qui est un être neutre, on va dire, dans le projet, exprimer toutes ses angoisses, toutes ses questions, etc., etc. Et c'est l'ensemble, on va dire, de ces process qu'il faut respecter, et surtout une grande attention à la communication avec les élus. Les élus vont être des relais importantissimes également pour le succès d'un projet. Bien expliquer comment va se passer un accompagnement en distanciel, ce qui n'est pas effectivement le plus naturel des moyens, et rassurer les candidats du fait que oui, des postes, il y en a. Je vous ai dit tout à l'heure les statistiques, donc le nombre de postes n'a baissé que de 8%, mais par exemple au niveau ADECO, 5 000 offres d'emploi chaque semaine, plus de 36 000 recrutements en CDI ou en CDD en 2020. ADECO a également développé ses CDI apprenants, ils en prévoient 15 000 en 2021. Donc, si vous voulez, c'est aussi des éléments pour rassurer le corps social que de l'idée noire que voilà, il n'y a plus de boulot, je vais rester au chômage toute ma vie. Ce n'est pas le cas. Nous reclassons les salariés et dans des bonnes conditions. Donc voilà, c'est l'ensemble, on va dire, de toute cette chaîne entre effectivement l'aspect de la puissance publique, l'aspect communication avec les centres de décision de l'entreprise, les RPS que traite mon ami Camille, et l'accompagnement qui va faire effectivement que le plan social ou le PDV ou la RCC se déroule dans les meilleures conditions et a les résultats qu'attend l'entreprise. Merci François. Des erreurs à pas commettre pour un préventeur des risques psychosociaux, c'est de négliger les risques psychosociaux. Mais de manière plus générale, je vais pas redire ou paraphraser ce qu'ont dit Laurence et François, mais le fait de prendre en compte l'humain et ce que vit l'humain, c'est quelque chose qui est difficile à faire en phase de restructuration, et c'est encore plus difficile de le faire en phase de restructuration avec le Covid parce que on n'a pas le feedback, on ne ressent pas ce que vit l'autre via Teams, ou beaucoup plus difficilement. Quand vous faites une réunion à 200 personnes, vous ne savez pas comment les 200 personnes réagissent à vos propos, et ça, c'est très très difficile. Donc, prendre du feedback, savoir ce que les gens pensent, ce que les gens veulent, et prendre la parole avec communication, justement leadership, pour, même dans les phases les plus difficiles, donner un cap, rassurer, permettre aux gens de savoir où on va, même dans les périodes les plus difficiles. C'est très très dur, et nous, c'est le point à ne pas omettre, parce qu'on a quand même accompagné pas mal de restructurations, et à chaque fois, il y a eu des problèmes juridiques, et il y a eu plein de problèmes. Mais vraiment, ce qui a sclérosé les situations le plus, c'était la difficulté du dialogue, la difficulté, je ne parle pas avec les partenaires sociaux, je parle avec l'ensemble des salariés, c'est de discuter dans le sens de je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose, j'entends ce que tu me dis et je rééchange avec toi, et ça, c'est encore plus difficile et il ne faut pas le négliger. Je clôture le sondage. À votre avis, quel levier est le plus important pour réussir une restructuration? Donc, on a deux choses qui sortent comme prioritaires: les mesures sociales et l'accompagnement des salariés, la communication et le leadership, donc à égalité. Donc cette notion
prendre compte de l'humain et de communiquer et de faire preuve de leadership en un avec les mesures sociales, l'accompagnement des salariés. Donc, je pense qu'on reste dans les thématiques. En deux, il y a l'anticipation de l'organisation cible qui reste, somme toute, bien présente. Et les relations avec les partenaires sociaux, nos pauvres partenaires sociaux, qui sont pas moins importants, mais qui sont moins prioritaires, en tout cas identifiés par le sondage actuel. On arrive à la fin de cette heure de webinaire. Il y a plein de commentaires qui vont dans le sens de ce que l'on dit. 2021 sera plus difficile. Donc, vigilance, c'est Robert qui nous dit ça. Volonté de sauver l'entreprise, solidarité a pu jouer en 2020, peut-être pas en 2021. C'est Peno I qui nous dit ça. Aïe gris, la préparation est importante. Qu'est-ce qu'on a encore? Nous avons l'impression que le contexte actuel est riche, la directe en un acteur à part entière et pas simplement sur la procédure, mais également sur le contenu du PSE. Et ce, même en cas d'accord collectif avec les OS. Peut-être 2 mots là-dessus. Voilà. D'abord, ça fait longtemps que c'est un acteur à part entière et ils prennent de plus en plus de poids parce que là, maintenant, ils sont complètement décisionnaires. C'est-à-dire qu'on a une validation, une homologation ou pas et c'est binaire. Oui, et c'est vrai même en accord collectif parce que, alors quand il est unanime, c'est un peu différent, mais enfin, globalement, la directe joue à plein son jeu de régulateur public et essaye de faire que les PSE ne passent pas. Actuellement, c'est très clair. Donc, ils ont encore plus de poids et on trouve toujours quelque chose dans un PSE quand on cherche bien. Donc oui, la discussion avec la directe est excessivement importante, les consignes venant de Paris étant très strictes. Merci Laurence. On arrive à la fin de cette heure. Moi, j'avais préparé pour deux choses pour les participants. La première chose, c'est qu'Elis Social a fait un livre blanc sur la résilience. Le guide du manager pour gagner en résilience en période de crise, il est très intéressant, il est riche. N'hésitez pas à le télécharger, on va vous le communiquer pour tous les participants, vous allez le recevoir dans l'email. Vous l'avez également dans le chat il a été indiqué. Et le deuxième outil que Qualité Sociale met à votre disposition, c'est les 5 éléments à prendre en compte pour réussir son PSE en matière de prévention des risques psychosociaux. Donc, on fait un récapitulatif de tout ce qu'on peut mettre en œuvre et quelles sont les actions en matière de prévention des risques psychosociaux qu'on peut mettre en œuvre pour justement limiter cet impact en phase de réorganisation. Et également, LHH a publié un livre blanc justement sur les accompagnements des transitions professionnelles où on a repris effectivement un certain nombre de concepts ce matin et on pourra également bien sûr vous faire parvenir cette étude. Et en ce qui nous concerne, nous allons faire un webinaire plus technique. Là, c'était plus général puisque nous étions 3 sur les réorganisations et les restructurations. Si ça vous intéresse, prenez contact avec moi et vous serez sur la liste de distribution. Ce sont des webinaires gratuits. Merci beaucoup, Laurence. Merci beaucoup, François. Merci à tous. Nous allons nous quitter maintenant. Tous les participants vont recevoir évidemment l'accès au replay, l'accès à tous ces outils qui nous ont été communiqués. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez des questions particulières. Évidemment, on sera très heureux de continuer la conversation individuellement sur des sujets plus techniques. Il y a eu beaucoup de commentaires. On n'a pas pu prendre le temps de parler de tous ces sujets. Commentaires très intéressants, beaucoup de participation de l'ensemble des participants. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite de prendre soin de vous en 2021. Et voilà, et à très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.